Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, toutes et toutes. Bienvenue sur cette conférence consacrée à l'alternance. Merci d'être restés jusqu'à midi, et donc midi 45 parmi nous. Merci à nos intervenants. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Audic, qui est directrice des admissions de Montpellier Business School. Bonjour à tous. Donc, une business school qui diplôme en alternance jusqu'au Bac+5. Et à ma droite, Francisco Alves, qui est directeur du CFA Union. Un CFA généraliste dont il vous dira quelques mots et qui est diplôme en alternance du BTS jusqu'au Bac+5 également. Donc merci à eux. Nous allons démarrer de façon assez classique, c'est-à-dire nous allons envisager dans un premier temps finalement le cadrage de l'alternance. Ce qu'il faut savoir pour bien prendre la mesure de ce que ça suppose chez vous comme engagement et comme avantage aussi. Et puis, dans un deuxième temps, les conseils de vigilance sur le choix à la fois de l'organisme de formation, mais aussi sur comment aller décrocher son entreprise. Donc, ça sera la deuxième partie de notre débat. Et je vous propose de laisser un quart d'heure à la fin pour les questions et les réponses. On s'efforcera d'y répondre de façon la plus complète possible. Peut-être Francisco, donc sur un premier cadrage sur ce que c'est que l'alternance. Bonjour tout le monde. Avant cela, effectivement, j'étais avant directeur d'un IUT pendant 10 ans, l'IUT de Cachan. Donc je connais bien les formations à Bac+3, et notamment avec un nouveau diplôme qui est le BUT. Vous avez le village des IUT, et j'en suis le secrétaire général des 18 UT en Ile-de-France. Et ça fait longtemps que je soutiens l'apprentissage. Plus de 25% des étudiants en IUT sont des apprentis. Et maintenant, je suis directeur de CFA. Je suis de l'autre côté. Donc un CFA, c'est un centre de formation d'apprentis. Donc on gère tout l'aspect contractuel. Donc 1 million parmi vous, plus d'1 million, on a dépassé le million d'apprentis, alors tout niveau confondu, de l'infrabac jusqu'à Bac+5, ont opté pour l'apprentissage et ont décroché un contrat d'apprentissage. Donc en fait, si vous orientez vers l'apprentissage, soyez consciente que vous allez signer un contrat de travail. Donc il y a 2 choses à faire. Trouver une formation. Donc je vous invite, vous avez les salons, vous avez les forums, et notamment les journées portes ouvertes qui vont commencer, puisque Parcoursup a ouvert. Donc je vous invite vivement, le premier conseil que je peux vous donner, aller dans les établissements pour voir aussi les accompagnements. D'accord ? Peut-être une précision d'emblée, en fait. Il y a 2 voies dans l'enseignement supérieur. Il y a la voie sous statut étudiant, donc le classique, si je puis dire, et généraliste. Et ensuite, il y a la voie sous statut apprenti. Et statut apprenti, ça veut dire très concrètement que vous allez partager votre temps entre une formation dans un organisme de formation, je reprends et une formation, entre guillemets, en entreprise, où vous allez être accompagné par un maître d'apprentissage, ou un maître ou un tuteur. Souvent, on dit plutôt tuteur, en effet, dans l'enseignement supérieur. Et c'est lui qui va vous accompagner et vous passer un certain nombre de compétences qui feront écho à ce que vous apprendrez également dans votre formation d'enseignement supérieur. Même si vous êtes à l'école, vous êtes salarié de l'entreprise. Donc, vous êtes rémunéré. Alors, je ne vais pas parler de la rémunération, mais les apprentis touchent une rémunération.
en fonction du niveau et de la branche professionnelle. Et donc, il ne faut pas oublier que vous êtes accompagné. C'est ça que le mot paramètre d'apprentissage du côté de l'entreprise, mais aussi par un tuteur académique du côté de la formation. Donc, votre objectif, dans les semaines à venir, et c'est dès maintenant, il ne faut pas attendre au mois de mars, quand vous êtes admissible dans une formation. Si vous optez pour l'apprentissage, recherchez une entreprise. Et si vous avez décroché une entreprise, que vous allez à l'entretien de la filière, je peux vous dire que c'est un plus, parce que vous avez déjà passé le filtre RH des entreprises. Donc il faut commencer dès maintenant, c'est un conseil, de trouver une entreprise. Alors après, les CFA, les centres de formation d'apprentis, on ne fait pas que faire le contrat. On fait aussi de l'accompagnement à l'insertion professionnelle, à la rédaction de CV. Donc ça, c'est la deuxième partie je dirais, de la conférence. Mais c'est dès maintenant qu'il faut commencer à rechercher. Il y a beaucoup de dispositifs pour vous aider dans ce sens-là. Voilà. Peut-être pour revenir sur les droits et obligations, j'allais dire, des étudiants qui sont en alternance. Oui. Et finalement, les avantages que ça crée, ce parcours, puisque c'est un parcours, si 1 million de personnes l'ont choisi, c'est que c'est très clairement identifié comme une voie de la réussite. Tout à fait. Et d'insertion professionnelle, peut-être. Alors, pas mal d'avantages, effectivement. Des obligations, elles sont assez nombreuses, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Alors, le premier avantage, c'est le fait que vos frais de scolarité vont être pris en charge, même en intégrant une grande école, qu'elle soit d'ingénieur ou de management, telle qu'MBS. Le cas échéant, vous n'avez pas à vous soucier de vos frais de scolarité. Ils seront pris en charge donc, par l'entreprise, notamment avec des OPCO, mais on ne va peut-être pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, qui va financer donc, vos frais de scolarité sur la totalité de votre cursus en alternance. Que vous fassiez 2 ans, 3 ans ou simplement 1 année en alternance, eh bien, vous n'aurez pas à vous soucier de cela. Bien sûr, vous allez percevoir un salaire. Donc un salaire qui peut varier donc en fonction de votre âge, la typologie aussi de poste que vous allez occuper, le type de mission. Alors pour parler d'MBS et des grandes écoles de management, alors à MBS par exemple, on a 1500 étudiants en alternance donc chaque année, des étudiants qui vont avoir de réelles responsabilités, de réelles missions à assumer au sein de l'entreprise, puisqu'ils sont sur des cursus à Bac+3, Bac+5. Une entreprise qui va recruter un alternant, ça n'est pas de l'agrément, c'est vraiment pour réaliser de réelles missions au sein de l'entreprise. Donc évidemment, il y a des obligations. Alors quand on est alternant, il ne faut pas non plus oublier ce que c'est que d'être étudiant, puisque par exemple à MBS, on est sur un rythme de 3 semaines en entreprise, 1 semaine de cours sur le campus. Cette semaine de cours, elle n'est pas négociable. On ne peut pas se dire je ne vais pas aller en cours cette semaine-là, je vais être un peu en vacances parce que j'ai travaillé beaucoup pendant 3 semaines. Non, bien sûr, on a cette semaine de cours qui est, comme je le disais, non négociable, et une semaine en plus qui va être très riche, puisque certes, on a été 3 semaines en entreprise, mais on a quand même un parcours théorique, des compétences à acquérir dans le cadre des cours délivrés au sein de la structure. Donc c'est 35 heures de cours. 35 heures de cours, plus du travail personnel, plus des travaux de groupe, etc. Donc l'alternance, ça peut être un parcours exigeant, mais au-delà de ça, extrêmement professionnalisant, bien évidemment, puisque vous allez être amené à vraiment gagner en compétences, vous allez construire un réseau professionnel aussi, ça c'est extrêmement précieux. Donc ça a vraiment énormément d'avantages, peu importe le niveau auquel vous prétendez, que ce soit niveau bac +2, bac +3, bac +5. C'est évidemment une voie, je dirais, d'excellence pour débuter votre carrière. On est bien d'accord, le diplôme final est le même, qu'il soit sous statut étudiant ou sous statut apprenti, ça vous donne le droit au même diplôme. Alors, le même diplôme au sein de la même structure. Encore une fois, s'agissant des grandes écoles de management, donc on est sur des diplômes d'État visés Bac +5 ou Bac +3, si c'est bachelor, assortis de grades, alors grade de licence ou grade de master. Donc ça représente une réelle différence avec d'autres types d'établissements qui vont proposer, eux, par contre, au maximum, je veux dire, des titres RNCP qui, eux, sont reconnus par le ministère du Travail et qui n'auront pas la même valeur pour de la poursuite d'études, par exemple, puisqu'il y a certains établissements qui refusent de prendre des étudiants qui n'ont qu'un titre RNCP, ou tout simplement sur la valeur du titre sur le marché du travail, si vous souhaitez intégrer le marché du travail directement après votre Bac +3 ou Bac +5. Donc soyez extrêmement vigilants à cela aussi, parce que vous allez voir, là, à la faveur des salons que vous allez pouvoir visiter, des journées portes ouvertes auxquelles vous participerez, qu'il y a beaucoup d'établissements qui vont vous dire
Chez nous, c'est de l'alternance, c'est 100% en alternance. L'école est gratuite. Alors, école gratuite, ça n'existe pas. Même si quand on est alternant, vous n'avez rien à régler. Il n'y a pas de frais supplémentaires quand on est en alternance. Ça n'existe pas. C'est illégal de faire ça. À la rigueur, des frais de candidature si vous passez un concours, ça c'est normal, mais pas d'autres frais derrière. Quand on est alternant, il n'y a pas de frais à régler. Ça, c'est parfaitement faux. Quoi qu'il en soit, pour revenir à cela, soyez vigilants sur la qualité de ce qui est proposé et également la qualité de l'accompagnement. Parce que vous allez rencontrer des structures qui vont vous dire « tu es sûr de trouver ton contrat, on va te le trouver pour toi sur un plateau ». Ça n'existe pas non plus. Alors beaucoup d'écoles mettre des choses en place. C'est notre cas, c'est le cas de toutes les grandes écoles. Nous, par exemple, à MBS, on a une équipe qui est constituée de 20 personnes qui ne font que ça, accompagner nos étudiants, les mettre en relation avec nos entreprises partenaires. Donc, vérifier ces éléments-là d'une école à l'autre. Est-ce que vraiment je vais être accompagnée ? Quel est le réseau de partenaires entreprises de l'école ? Est-ce que vraiment ils ont des entreprises partenaires dignes de ce nom ? Est-ce que vraiment ces entreprises recrutent massivement chaque année ? Et puis, le dernier conseil que je peux vous donner, n'attendez pas d'avoir valider votre admission dans une école pour commencer à faire votre recherche d'alternance si vous souhaitez débuter l'alternance dès votre première année, bien évidemment. Si c'est pour l'année qui suit, vous avez un peu de temps. Il faut savoir que là, on est début janvier. D'ici 3 semaines, beaucoup d'entreprises vont mettre les plus belles offres sur le marché pour septembre prochain. Ça va débuter, donc c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant qu'on prépare son CV, etc. Donc l'objectif, c'est pas de vous mettre une pression d'enfer, mais c'est de vous donner quand même cette clé de vigilance par rapport au calendrier. Sur Parcoursup, on explique très bien, et vous l'aurez vu si vous allez sur le stand Parcoursup, que le calendrier des vœux en alternance est décorrélé, c'est-à-dire qu'en fait, on a plus de temps. Sur les vœux en voie non pas initiale, mais en voie sous statut étudiant, les vœux académiques sous statut étudiant, vous avez jusqu'au 15 mars pour les formuler. Donc vous allez formuler vos vœux et ensuite, les établissements vont se positionner par rapport à ces vœux-là. Sur l'alternance, vous pouvez continuer à formuler des vœux beaucoup plus tard. En revanche, la vraie vigilance de calendrier, c'est de commencer à se préparer pour trouver le contrat côté entreprise. Cela veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il faut commencer à travailler votre CV et mes 2 interlocuteurs vont vous donner quelques petits tuyaux. Je vous conseille aussi d'aller sur le stand de France Travail, l'espace France Travail et sur le bar à CV. Si vous n'avez pas encore de CV, ils vont vous donner des conseils pour justement commencer à construire ce CV. Y compris en tirant, parce qu'on est en terminale, on n'a pas forcément des millions de choses à raconter. Et donc là, l'idée, c'est d'être un peu créatif, on va dire. Ça ne veut pas dire tricher, mais ça veut dire être créatif par rapport à son expérience jusqu'à présent pour pouvoir commencer à construire ce premier CV. Même chose, ils vont vous conseiller sur la façon dont vous pouvez aller chercher sur les plateformes. Il y a la plateforme de la bonne alternance, il y a les plateformes sectorielles des OPCO que vous allez retrouver sur le salon d'ailleurs. Et là aussi, il y a des offres qui sont mises à disposition à partir de la fin janvier. Donc ça, commencez à vous roder. Commencez aussi à travailler vos entretiens. Donc ça veut dire que là, pour le coup, vous pouvez finalement préparer vos entretiens avec votre frère, votre sœur. Enfin, là, c'est n'importe quelle personne en face et vous pitchez votre parcours, votre CV et votre motivation par rapport à ces éléments-là. Francisco, peut-être sur ce conseil par rapport justement au timing. Dans cet écosystème qui est l'apprentissage, le rôle des CFA, et notamment les CFA hors mur, donc les formations ne sont pas dans nos murs, mais déléguées dans les formations, nous mettons en relation en fait les apprenants, surtout les filières, et les entreprises. Puisque nous avons notre réseau d'entreprises qui est construit depuis des années, et nous accompagnons, dès que vous êtes admissible, on prend en charge directement les alternants pour les filières. Il y a aussi les filières qui organisent les CV, les coachings, ainsi de suite. Mais nous, il y a des services qu'on appelle placement ou insertion professionnelle quasiment dans tous les CFA pour aider le jeune à décrocher, puisque c'est quand même un parcours où il faut envoyer beaucoup de CV, des lettres de motivation, souvent avec beaucoup de rejets, mais il faut être perspicace et continuer. Et donc, il y a quelques règles, effectivement, puisque les RH, comme ils reçoivent beaucoup d'offres, de CV, maintenant, ils sont dotés d'outils
dotés d'intelligence artificielle qui dépouillent. Et donc, il faut rédiger les CV. Alors, maintenant, la plupart des formations sont l'approche compétences, que ce soit les écoles d'ingénieurs depuis longtemps. Dans les UT, on est dans les approches compétences. Le nouveau diplôme a été pensé en approche compétences. Et donc, il faut rédiger les CV. Ce n'est pas juste, voilà, j'ai une expérience sur telle durée. Non, il faut qu'on sache qu'est-ce que vous avez fait. Je sais faire un bilan comptable. Je sais faire des choses, ainsi de suite. Donc, et l'approche compétences aide à ça. Et en fait, on construit ce qu'on appelle des portfolios numériques. C'est un peu un book où vous mettez dans ce portfolio numérique les traces ou les preuves des compétences que vous avez acquises à tout niveau. On part du BTS jusqu'à... vont très loin. Et même si on fait des diplômes à Bac+3 dans les UT, ça n'empêche pas de la poursuite d'études. On a besoin d'ingénieurs, même des niveaux intermédiaires à tout niveau. Donc voilà, donc on accompagne. Et donc, nous, au CFA Union, on va mettre en place ce qu'on appelle des bootcamps, donc voilà, des formations accélérées que j'organise moi, puisque moi j'ai déjà un passif là-dessus, sur la rédaction du CV. Donc, ce n'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique. Hein, c'est rédaction au CV avec les codes pour que ça passe les IA. Et après, l'entretien. C'est ça le filtre. Et l'entretien, il y a quand même des règles. Parce qu'en fait, autant on évalue les compétences techniques sur le CV. On appelle ça, souvent les gens utilisent des anglophones, voilà, des hard skills. Autant l'entretien, c'est les soft skills. Donc les RH regardent sur des choses très anecdotiques. Par exemple, le verre d'eau. Il faut passer l'épreuve du verre d'eau quand vous passez devant une RH. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté ça. Pour évaluer et pour placer le jeune dans la bonne mission correspondante. Voilà, ce que proposent les entreprises. Il faut que ça marche. Donc voilà, on aide un petit peu à cela. Vous n'êtes pas pris au dépourvu. Donc, si les écoles ne le font pas, les CFA ont pour mission de faire ce travail-là. Donc, soyez assurés que vous serez accompagnés. Mais c'est quand même un travail, effectivement, apprenti. Vous êtes, voilà, il y a l'entreprise, l'école. Il faut jongler sur les deux. Souvent, l'école est loin de l'entreprise. Donc, je rejoins ma collègue. C'est un niveau exigeant, mais ça vous donne une première expérience professionnelle. Ce n'est pas la même chose que faire un stage de 10 semaines ou 12 semaines en IUT. Vous pouvez revendiquer une première expérience professionnelle et un diplôme. Alors moi, au CFA Union, il y a beaucoup de titres, mais moi, dans mon portefeuille, ce sont des diplômes nationaux. BTS, BUT, Master. Donc, qui dit diplômes nationaux, ça veut dire référencé, labellisé, reconnu, ainsi de suite. Reconnu par l'entreprise et reconnu par les établissements, les autres établissements. Donc, si vous voulez ensuite changer pour poursuivre vos études ailleurs, en fait, vous ne vous retrouvez pas dans une voie... Ce n'est pas un diplôme d'école. C'est-à-dire, si vous avez je connais bien les IUT, donc je vais prendre l'exemple des IUT. Si vous avez un BUT de l'UT de Cachan, il est reconnu à l'UT Aix-Marseille. Voilà. On est sur le même programme national. C'est un programme national, si vous allez discuter. Alors, il y a toujours des adaptations locales, parce que le secteur économique est différent, c'est 30%. Mais vous avez le même programme national, et ça, c'est important. Le diplôme, c'est quelque chose, une valeur qu'il faut... et je tiens à ce que le ministère ou les organes de contrôle mesurent et attestent de la qualité des formations, puisqu'il y a quand même... l'entreprise qui investit sur vous, les gouvernements, à travers des impulsions. Ce n'est pas anodin qu'on atteint le 1 million. Donc, on attend beaucoup de nos gouvernements. Et ils ont pris des décisions d'aide pour les apprentis et ainsi de suite. Donc voilà, petit point de vigilance, un gros point de vigilance finalement sur quand vous allez aller voir des établissements pour l'alternance, sur la façon dont ils vont vous accompagner pour trouver une entreprise, même s'il y a quand même beaucoup de choses que vous allez activer vous-même. Mais c'est important de savoir comment ils vous accompagnent. Ils vont toujours avoir tendance à vous dire oui, on vous accompagne. Donc demandez-leur combien il y a de personnes qui accompagnent. Est-ce qu'il y a des possibilités de rencontrer les gens ? Enfin, finalement, soyez un peu proactifs. C'est vous, au final, qui risquez d'être pénalisé s'ils n'assurent pas le job derrière. Donc là, ça, c'est vraiment vous, en tant que futur client de la formation, et j'emploie le mot à dessein, insister pour bien avoir des garanties sur le fait que vous allez être accompagné
dans la recherche de l'entreprise, d'une part, et que le diplôme, enfin, que finalement la formation, elle va déboucher sur un diplôme qui, derrière, est concret, attesté. Pourquoi est-ce qu'on insiste à ce point-là sur la qualité ? C'est qu'évidemment, il y a 1 million de personnes qui utilisent l'alternance, qui sont des usagers de l'alternance, et donc, évidemment, il y a de la création de... Finalement, ça attire beaucoup de créateurs de formation, et qu'il y a un petit risque. Donc, c'est juste ce risque-là qu'on cherche à bien vous alerter par rapport à ça. Sur Parcoursup, vous avez 24 000 formations qui sont référencées tous azimuts. Plus de 9 000 sont des formations en apprentissage. Et sur ces fiches formations, vous avez des labels qualité avec des macarons qui sont des petits hexagones bleus et qui vous indiquent précisément finalement le type de diplôme auquel la formation donne droit. Donc ça, ça fait partie de vos réflexes d'une certaine façon. Donc dès lors que la formation est sur Parcoursup, vous avez cette garantie, en tout cas cette indication. Quand la formation n'est pas sur Parcoursup, raison de plus pour redoubler de vigilance en fait. C'était les alertes qu'on voulait vous donner. Suffisamment d'offres sur Parcoursup pour aller voir ailleurs, mais bon, ça n'engage que moi. Ça vous engage, mais ceci dit, c'est important que vous ayez les repères de cette étiquette qualité, entre guillemets, des formations, que vous sachiez vous y repérer. Côté recherche d'emploi, peut-être qu'il y a des questions à ce stade, et peut-être qu'on peut d'ores et déjà prendre des questions dans la salle. En fait, moi, je voulais juste savoir, est-ce que vous conseillez aux élèves de prendre rendez-vous avec les centres de formation pour être accompagnés pour la recherche de l'employeur, ou doivent-ils chercher l'employeur et aller ensuite voir le centre de formation ? Les deux en même temps, d'accord. Mais deuxième question, j'en ai plusieurs en réalité. Est-ce qu'il y a une plateforme avec des offres C'est ce que c'était le deuxième temps. Il y a la plateforme Un Jeune, Un Emploi. C'est une plateforme gouvernementale aussi. Voilà, c'est gouvernemental. Et tous les financeurs, ce qu'on appelle les OPCO, qui financent ce système de l'apprentissage, ont des portails avec des offres de leurs adhérents. D'accord. Donc vous allez projeter probablement des liens sur ces... Alors, on ne va pas projeter les liens. On peut vous envoyer par mail les 4 liens à l'ensemble des... oui, non, mais vous n'êtes pas inscrit, pardon. C'est assez simple en fait. Pour le coup, c'est la bonne alternance. Vous tapez la bonne alternance sur Google, vous tapez Un Jeune, une solution sur Google. Ça, c'est les 2 grands portails de l'alternance. Et ensuite, vous avez les OPCO, ce sont donc les opérateurs de compétences. Ce sont des représentants des entreprises qui sont là qui sont l'interface. Donc on va quand même l'expliquer, qui sont l'interface entre le centre de formation et l'entreprise, et c'est eux qui prennent en charge le paiement de la formation. L'entreprise prenant en charge, elle, à son compte, le salaire de l'apprenti. Sur la bonne alternance, d'ailleurs, je fais un petit aparté salaire. Sur la bonne alternance, vous avez un simulateur qui permet, en fonction de votre âge et du niveau de votre diplôme, qui calcule quel sera votre salaire minimum. Donc ça, c'est intéressant aussi à savoir quand vous allez... Quand on négocie le contrat avec l'entreprise, par rapport à ça, si j'ai bien compris, l'employeur prend en charge les frais de scolarité dans le cadre de l'apprentissage, mais parfois il y a des formations où l'apprentissage ne commence qu'à la 2e année ou parfois même à la dernière année. Donc dans ce cas-là, la prise en charge n'est pas rétroactive, j'imagine, pour les premières années. La première année en continu, elle est à la charge de l'étudiant. De l'étudiant, d'accord. Oui. Ok. Oui. Merci. Juste pour compléter sur ce que vous venez de dire, les écoles aussi mettent à disposition les offres disponibles bien en amont de la date de rentrée, puisqu'on encourage nos futurs étudiants à débuter leur recherche le plus tôt possible. Comme je le disais, les entreprises mettant des offres publiquement, ou au moins pour nos étudiants, dès le mois de janvier. Donc, par exemple, un étudiant qui s'inscrit pour septembre prochain chez nous, et c'est le cas dans d'autres écoles, dès lors qu'il aura validé son inscription administrative, même là, en janvier, pour septembre prochain, eh bien, dès maintenant, il aura accès
aux différents outils de recherche. Il aura accès à un site qui va référencer toutes les offres disponibles pour nos étudiants et il aura accès au service de ce qu'on appelle chez nous le Career Center, donc l'équipe dont je parlais tout à l'heure, là, une vingtaine de personnes, pour commencer à travailler son CV, s'entraîner aux entretiens en français et en anglais, pourquoi pas, parce qu'il y a des alternances en post-bac qui sont proposées dans des entreprises, dans des multinationales où on pratique l'anglais au quotidien, etc., etc. Voilà, enfin tous les outils. C'est le cas pour mon école, c'est le cas pour d'autres écoles aussi. Donc vous pouvez vous renseigner directement auprès des établissements. Madame le disait, quel type d'accompagnement, de quel type d'accompagnement je vais pouvoir bénéficier. Ça peut vraiment faire la différence aussi. Il n'y a pas que sur des sites nationaux qu'on trouve des offres d'alternance. Et LinkedIn. Qui ici a un profil LinkedIn ? Donc là, moi, je vous encourage tous vivement à créer un profil LinkedIn bientôt, très rapidement, c'est gratuit. Vous pouvez l'enrichir en allant, et puis ça va vous permettre de commencer à construire votre réseau professionnel et à détecter des opportunités aussi d'offres d'alternance. Donc alors pour le post-bac bien sûr, mais pas que. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Il n'y a pas que les réseaux sociaux personnels. LinkedIn est extrêmement important à avoir dans son, je dirais, portefeuille d'outils, de leviers de recherche de contrats d'alternance. Et sur les adresses mail, vous avez les adresses mail perso, donc évitez je sais pas, grâce. Donc il faut que ça soit des adresses personnelles si vous vous adressez même à des responsables de filière ou à des entreprises. Prénom.nom. Et sur les réseaux, parce que c'est aussi une source d'information, mais aussi pour les RH de voir un petit peu. Et donc oui, LinkedIn, oui, il faut le CV sur LinkedIn, ça c'est. Et en parlant de CV, juste vraiment, on s'éloigne un petit peu du sujet. Pas du tout. Les CV qui s'appellent CV, ah non. Ou les CV qui s'appellent par le nom sur Canva, là. Ah non. On nomme son CV avec son nom de famille, parce que imaginez une entreprise qui va recevoir 300 CV sur le même poste. Comment est-ce qu'elle va vous retrouver ? C'est important que votre lettre de motivation, votre CV, et le prénom, le nom, ou le nom uniquement, mais en tout cas, que ce soit le plus clair possible, le plus simple pour le recruteur de pouvoir vous retrouver. Donc on a parlé des plateformes sur les différentes plateformes. La bonne alternance, je le rappelle, un jeune, une solution, notamment sur les plateformes nationales, les plateformes des écoles. Éventuellement, si vous avez des entreprises en vue, il y a évidemment toujours systématiquement en tout cas sur les plus grosses entreprises, elles postent finalement leurs offres. Je parlais des OPCO, donc il y a 11 OPCO qui sont sectoriels. Certains sont très simples. OPCO Mobilité qui est sur le salon, évidemment concerne tous les métiers de la mobilité. Donc là, vous pouvez aller voir et c'est relativement simple. C'est un vrai boulot de trouver une entreprise. C'est vrai à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans et à 55 ans. Donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas pour l'alternance. Donc ça, il faut que vous consacriez du temps à ça d'ores et déjà et que vous vous mettiez dans ce mood-là. Et n'hésitez pas les candidatures spontanées. On n'a pas parlé des candidatures spontanées, mais on vous encourage vivement à procéder à ça. Si par exemple il y a une entreprise qui vous fait rêver, il ne faut surtout pas avoir peur de la solliciter. Alors ça se fait dès maintenant aussi pour l'année prochaine, parce que même une entreprise qui n'aura pas songé à prendre un alternant, pourquoi pas ? Si elle a un coup de cœur sur votre profil, rien n'est fermé, rien n'est impossible. Et Audrey, vous parliez d'utiliser LinkedIn pour justement éventuellement trouver les offres des entreprises qui sont publiées par les entreprises quand vous avez une entreprise en tête. Donc suivez les comptes LinkedIn des entreprises avec lesquelles que vous aimeriez décrocher et avec lesquelles vous aimeriez interagir, parce que ça vous permet aussi en entretien finalement de faire un petit peu la veille sur leur actualité, préparer ça. Préparer les entretiens. Et là, c'est un peu comme si vous étiez un petit détective. Ça paraît un peu... Mais il faut que vous donniez l'impression que vous êtes bien renseigné. En fait, vous préparez votre rendez-vous comme vous préparez un exposé, finalement. Et donc, il faut aller fouiller. Et ça vous permet de placer le petit truc qui a été publié il y a 15 jours, et c'est c'est ça qui va faire la différence avec le candidat d'à côté. Exactement. Vous portez un réel intérêt à l'entreprise et pas uniquement, moi j'ai besoin d'une alternance, peu importe où.
Parce que c'est évident que les entreprises, elles reçoivent moult demandes. Donc l'idée, c'est vraiment de faire la petite différence et ça passe par plein de petits tuyaux comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pardon. Donc, on a parlé RNCP tout à l'heure. Moi, j'avais une question très concrète. Qu'est-ce que c'est un diplôme de RNCP niveau 7 ? Alors, le RNCP, c'est un jargon qui veut dire répertoire. Répertoire national des certifications professionnelles où toute formation par apprentissage doit avoir un code. Sinon, ils ne sont pas référencés dans le Sur France Compétences. France Compétences. Organisme qui gère. Ce sont des titres, on peut appeler plus globalement diplômes, même si ce sont des titres professionnels. Niveau 6 et 7. Voilà. D'accord. 6 et 7, c'est reconnu par l'État. Ministère du Travail. Ministère du Travail. Versus Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour les diplômes d'État. Peut-être petit point de vigilance sur le RNCP. Le RNCP, c'est donc une marque de reconnaissance, mais pas forcément un diplôme. Donc, du coup, on évoquait le sujet de la poursuite d'études. C'est là le point dont il faut s'assurer. Et là encore, pas forcément grave. Si on veut ensuite si on vise une insertion professionnelle directe, pour le coup, il n'y a pas de. C'est toute la difficulté finalement d'avoir un discours tout à fait stable sur ces sujets, parce que selon le projet professionnel du jeune, finalement, certains choix sont totalement opérants et totalement adaptés. Mais pour d'autres, ils vont se retrouver bloqués parce que justement, il n'y a pas équivalence diplôme. Donc c'est un peu ça le point. Et j'irai même plus loin. Dans la société actuelle, on nous dit qu'il faudra changer plusieurs fois de travail, plusieurs fois éventuellement même d'environnement de travail, complètement. Donc se contenter des RNCP, c'est peut-être moins utile à long terme qu'un diplôme reconnu par l'État. Si on a envie de changer de carrière, reprendre des études, partir étudier à l'étranger, travailler à l'étranger. Pas forcément par envie, c'est par... Oui, ou par contrainte, ou par... voilà, effectivement. Eh bien, le choix initial du titre RNCP n'était peut-être pas forcément le plus adapté. Mais encore une fois, on ne va pas non plus totalement diaboliser les titres RNCP. Selon la structure dans laquelle vous allez le préparer, ce titre, ça peut être très très bien. Là, voilà. Il y a des très bons titres RNCP. Simplement, gardez à l'esprit, si on a un souhait de poursuite d'études, si, pourquoi pas, on souhaite même faire un doctorat à un moment donné, ou encore une fois, comme je le disais, travail à l'étranger. À l'étranger, un titre RNCP, qu'est-ce que c'est ? Ou, encore une fois, poursuite d'études à l'étranger ou en France. Voilà, ça n'aura pas la même valeur. Par exemple, pour parler de mon sujet, les grandes écoles, il y a certains concours de banque d'épreuves qui refusent les titres RNCP. Certaines écoles refusent d'intégrer des jeunes gens qui n'ont qu'un titre RNCP en amont. Il faut le savoir, simplement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'un titre RNCP, c'est vraiment au ras des pâquerettes et c'est pas à considérer. Hein. C'est sûr qu'il faut réfléchir à ce que vous avez envie de faire, même si c'est pas évident de se dire, bon... Mais voilà, je pense que ça tient aussi au sérieux de l'établissement dans lequel vous pourrez préparer ce titre. Oui, je crois que là, pour le coup, RNCP, il faut se dire, dans la foulée, je questionne la nature de l'établissement. En fait, si on avait à faire un petit raccourci, voilà, c'est peut-être ça le sujet, plutôt que d'opposer diplôme versus RNCP. Mais on va dire que RNCP ne suffit pas. Voilà, RNCP, il faut que je vérifie quand même que l'établissement est... Voilà. Je crois qu'il y a une autre question dans le fond de la salle. Bonjour, moi j'ai deux questions. Ma première question concerne le financement, justement, l'alternance. Est-ce qu'on a plus de chances d'obtenir une alternance lorsque l'école qu'on intègre est peu coûteuse? Dans ce cas-là, ça coûte moins cher, mais je crois que j'ai la réponse, parce que vous avez dit c'est l'OPCO, de toute façon, qui finance, pas l'entreprise. Et ma deuxième question, est-ce que là, il va y avoir bientôt une réforme sur l'alternance? En quoi elle consiste? Est-ce qu'on va avoir moins de chances d'obtenir des alternances? Donc, répondez à la première, je reprendrai la deuxième. Alors, trouver une alternance, alors elle va être financée par l'OPCO. Alors, parfois, et c'est le cas dans les grandes écoles, il y a un reste à charge pour l'entreprise. Donc,
le reste à charge est négocié entre l'entreprise et l'école, bien sûr. On a, encore une fois, je parle de mon sujet, sur les grandes écoles, des entreprises qui ne veulent recruter que des profils grandes écoles en alternance, qui ne vont pas du tout aller regarder les écoles hors conférences des grandes écoles, donc CGE. Il y a beaucoup d'écoles présentes de la CGE aujourd'hui, par exemple. Donc ça, c'est un postulat. On a, par exemple, des grands groupes qui vont vraiment uniquement... monsieur parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle et du tri des CV qui étaient opérés. Eh bien, voilà, moi, j'ai quelques entreprises partenaires qui m'ont dit, moi, c'est simple, c'est telle école ou telle école, et puis le reste, je regarde même pas. A contrario, il y a, oui, des entreprises qui n'ont pas du tout envie de payer en plus, etc., et qui vont uniquement regarder le coût. Est-ce que ça me coûte 0 ? Eh bien, ok, j'y vais. Voilà, si j'ai même 1 000 euros par an à verser, c'est niette. Donc effectivement, il y en a pour tout le monde. Hein. Moi, je connais d'autres établissements qui ne sont pas grandes écoles à Paris ou Montpellier, hein, puisqu'on a notre campus principal à Montpellier, qui placent leurs alternants parce qu'il y a 0 reste à charge. Mais encore une fois, on n'est pas sur les mêmes types d'enseignements, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Votre deuxième question, pardon, madame. La deuxième question, donc, je la reprends, madame, c'était est-ce que finalement, avec les changements de financement et d'aide, d'accompagnement du gouvernement sur l'alternance, est-ce qu'il y a un risque de trouver moins, c'est bien ça, hein, moins de postes en alternance ? Peut-être, Francisco ? Effectivement, avant Noël, on ne savait pas trop quels auraient été les choix. Donc le choix du ministère du Travail vient de tomber. Effectivement, il y aura une différence suivant la taille des entreprises. Donc moi, j'estime que le scénario qui a été choisi est plutôt positif. Donc pour les petites entreprises de moins de 250 salariés, ça sera une aide de 5 000 euros pour les entreprises. Mais pour les grands groupes, ça sera 2 000 euros. Donc il faut qu'on mesure l'impact. Donc, effectivement, la dynamique qui s'est construite depuis plusieurs années était liée à ces incitations financières. Il ne faut pas se le cacher. Donc, je pense que là, on va atteindre un plafond, voire... donc après, il faut voir comment les entreprises vont réagir face aux besoins de recrutement. Il faut savoir que... Oui, est-ce qu'il y a un réel besoin de recrutement ? Je pense que la réponse, elle viendra à la fois des entreprises et des établissements. Je prends le cas du mien. On va forcément essayer de trouver des solutions en interne pour limiter les restes à charge pour les entreprises, et puis des entreprises qui, parce qu'elles ont besoin de recruter, parce qu'elles veulent encore une fois un certain profil, feront l'effort, ou peut-être au lieu de prendre 3, 4, 5 alternants, n'en prendront que 2 ou 3. Enfin voilà. Oui. Très bien. Oui. Alors je crois qu'il y avait une jeune... Ah bon, pardon. Oh, pardon. Donc il y a un jeune homme d'abord qui est juste là. Ensuite, la jeune fille et le monsieur. Bonjour. C'est pour revenir par rapport au sujet du début, quand vous parliez du choix des écoles. En fait, j'ai 2 questions. Oui. Quand vous disiez qu'il y avait parfois, en fait, il y avait un problème pour choisir, en fait, comment est-ce que je pouvais faire pour choisir si une école est... Pardon ? Si l'école est sérieuse ou pas ? Oui, voilà, si une école est sérieuse, si elle Alors est fiable, déjà, voilà. Une école qui propose des diplômes d'État ou qui a des bons titres RNCP, elle ne va pas cacher l'information. C'est une information que vous trouverez probablement dès la couverture de la brochure ou à minima sur les pages concernées du programme. N'hésitez pas aussi à aller voir sur place comment c'est, etc. Regardez le site internet. Voilà, une école sérieuse, vous allez tout de suite voir, elle va mettre en avant les gages de qualité, elle va mettre en avant le corps professoral, etc. Il n'y a pas à y avoir d'effet marketing, dirais-je, sur le discours. Donc c'est vraiment le point essentiel pour vérifier. Donc ce qu'on dit depuis tout à l'heure, diplôme d'État visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ou alors titre RNCP, ministère de... Voilà. Et puis, Parcoursup. Fiche Parcoursup, ça c'est aussi une bonne façon de vérifier. Alors là encore, tous les diplômes, enfin toutes les formations, ne sont pas sur Parcoursup, mais en tout cas toutes celles sur Parcoursup ont quand même un contrôle
globale de la qualité par l'État. Et ne cédez pas aux sirènes. Vous embêtez pas avec Parcoursup. Nous, vous pouvez être... comment dirais-je, on vous donne tout de suite l'information de savoir si vous êtes admis chez nous ou pas. C'est forcément des écoles qui prennent de toute façon tout le monde. Donc le hors Parcoursup et donc le discours marketing qui va avec, ça vous évite de vous embêter sur Parcoursup, ça rassure les parents. Ça n'est qu'un discours simplement pour vous attirer dans leur filière. Après, il y a des secteurs sur lesquels il y a moins d'écoles. Les secteurs sur les écoles sont moins Parcoursup qu'ailleurs. Je parle du secteur du commerce, management, etc. Là, c'est... Bon, donc ce sont des indications là-dessus, mais c'est vrai que c'est ce que vous disiez, Audrey. En fait, une école de qualité, elle va quand même vous donner un certain nombre de critères. C'est pas forcément la sélection, la qualité, mais en tout cas, il y a quand même des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver. Francis. Quelque chose de très simple. Vous allez aux journées portes ouvertes, il n'y a pas que des enseignants, il y a des étudiants. Posez la question aux apprentis. D'accord. Sur le suivi. Est-ce qu'ils ont un tuteur académique? Est-ce qu'ils ont un maître d'apprentissage? Ainsi de suite. Il faut rappeler que le système d'apprentissage, nous sommes tous signataires d'une charte de l'apprentissage. 14 missions. Et nous sommes certifiés Calliope, ainsi de suite. Donc il y a quand même un contrôle et il faut qu'on respecte cette charte, bien évidemment. Monsieur parlait des contrôles. Alors, il a cité Calliope. Il y a d'autres systèmes d'accréditation qui sont proposés au sein des écoles, selon le type d'école que c'est. Les écoles qui se donnent les moyens d'aller chercher ça, c'est pas anecdotique. On n'achète pas une certification. C'est énormément de travail pour toute l'équipe de l'école. Donc, une école qui se donne les moyens de faire ça, bon, voilà. Donc, une école qui ne s'est pas donné les moyens de faire ça, ça peut interroger aussi sur la qualité de ce qui est proposé. Il faut savoir que ces accréditations, ces certifications, elles ne sont absolument pas données à vie aux écoles. On est audité tous les 3 à 5 ans pour renouveler les visas, les titres, etc. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Et j'avais une autre question par rapport vous aviez dit que, en fait, avant de choisir une école, il fallait chercher des entreprises, c'est ça, qui étaient prêtes à nous prendre en alternance, c'est ça. Et ma question, c'est... pardon. Oui, vous aviez dit... disons Simon, par exemple, je suis dans une école qui ne fait pas, pendant les 2 premières années, d'alternance. Et j'ai quand même des frais à payer pour justement les frais d'éducation de l'école. Ouais, les frais de scolarité, merci. Les frais de scolarité. Et que j'ai déjà été accepté par cette entreprise-là, justement. L'entreprise ne peut pas vous embaucher en alternance pour un parcours en continu. Okay. Un parcours à temps complet en tant qu'étudiant. Elle ne peut vous prendre avec une école en particulier que sur l'année d'alternance désignée. Si vous voulez, si elle veut vous prendre pour 3 ans, il faudra trouver l'établissement qui peut vous suivre sur 3 ans. Voilà. Donc même si je change d'école, il n'y aura pas de problème pour rester quand même dans la même entreprise, quoi. Si vous trouvez en amont une entreprise qui vous dit moi je te veux pour 3 ans, vous trouverez forcément une école ou des IUT qui font de l'alternance selon ce que vous voulez faire. Voilà. D'accord. Mais par contre, on ne peut pas être en alternance dans une entreprise et à temps complet à l'école. C'est impossible. D'accord. Okay. Pour vous donner quelques chiffres sur les IUT, aujourd'hui, sur les 18 IUT en Ile-de-France, je précise là-dessus, en première année, 10% sont des apprentis. En deuxième année, ils sont 30%. Ils sont 60% en troisième année. Il y a plus d'apprentis en troisième année que de filières étudiantes. Donc, vous pouvez faire des contrats de 3 ans, 2 ans, 1 an. Mais pas 1 an de contrat et 2 ans initial. Il faut que ce soit l'alternance sur le diplôme terminal. Je profite d'ailleurs de cette transition pour dire que sur Parcoursup, même si en fait votre projet c'est de faire un diplôme et un cursus en alternance, faites quand même des vœux aussi sous statut étudiant. Parce que le risque, le risque est 1, il y a moins de place, et 2, il faut avoir ce contrat. Et l'idée, c'est de ne surtout pas rester le bec dans l'eau. Donc, même si votre choix de cœur et vous êtes hyper motivé, vous allez tout donner pour trouver le contrat et pour trouver le centre de formation, et ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, allez-y, go, go, go à 1000%.
Mais de toute façon, sur Parcoursup, vous faites aussi des vœux sous statut étudiant. Les vœux en alternance sont complémentaires. Vous avez 10... C'est un autre jury, hein. C'est 2 jurys, c'est pas le même. Hein. C'est donc 2 voies parallèles et il ne faut pas choisir l'un plutôt que l'autre. Enfin, pour le coup, il faut vraiment ménager, mettre ses œufs dans plein de paniers. Hein. C'est vraiment ça le message, c'est indispensable. Le risque, on ne veut pas vous avoir en désespoir au mois de septembre, en mode, en fait, j'avais rien fait d'autre et j'ai pas mon entreprise et je suis le bec dans l'eau et je perds une année. Donc ça, c'est important. D'accord. Merci beaucoup pour. Je crois qu'il y avait mademoiselle. Bonjour. Vous parlez beaucoup des grandes écoles, mais qu'en est-il des BTS? Est-ce que c'est les mêmes procédures? Est-ce que c'est plus dur pour trouver une alternance ou pas? Alors, dans mon portefeuille, j'ai un BTS optique, donc si vous voulez faire l'optique. Non, c'est pas plus... C'est le même process qu'il faut avoir. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que les BTS nous aident à trouver des alternants ou... Les écoles, soit ils aident. En général, ça dépend des secteurs. Il y a des écoles qui sont dans un secteur de l'optique. Donc, moi, le CFA, j'ai pas grand-chose à faire. L'école, l'apprenti a tout de suite son entreprise. Donc, mais sinon, je dis, les CFA vous aident à trouver des entreprises. Alors, si les candidats sollicitent directement les CFA pour trouver une entreprise avant qu'ils soient admissibles, il n'y a aucun CFA qui va mettre son réseau à des candidats pour aller dans une autre formation dont on n'a pas la gestion. Donc, nous, on prendra le relais uniquement sur les admissibles. D'accord ? Et là, on peut aider. Et donc, en fait, il faut savoir que sur l'alternance, vous avez des processus de recrutement, ou si c'est en 2e et 3e année, on peut le prendre assez tôt pour prendre en charge cela. Pour reformuler ce que dit Francisco, finalement, le CFA ne vous aide qu'une fois que vous avez un feu vert, que vous êtes dans une formation. En revanche, ça ne vous empêche pas, évidemment, de chercher aussi par vous-même en attendant d'avoir la réponse de la formation. C'était un peu ça le couplage. Monsieur ? Alors, avec ou sans micro, c'est comme vous voulez. Ça sera sans micro. Moi, je suis enseignant. Le diplôme PIC s'est intégré dans le Parcoursup cette année. J'aimerais connaître l'importance que vous accordez respectivement au diplôme PIX et éventuellement les remontées que vous en avez des professionnels avec qui vous travaillez. Compétences informatiques. Voilà. Ah, commence moyennement déjà, vous ne connaissez pas. Si, parce que en tant que directeur d'UT, on faisait passer une certification PIX comme l'anglais. Oui. Une certification PIX. Bon, avant, ça s'appelait... il y avait un autre nom. C2I. Oui, le C2I. J'étais même référent C2I. Donc, effectivement, dans les diplômes, il y a certaines certifications, comme l'informatique, Cisco, ça peut être une aide. Mais... les compétences informatiques, nous, dans les diplômes que moi et dans les IUT, c'est inscrit dans les compétences du diplôme. Donc avoir en plus un PIC, ça n'apporterait pas forcément. Mais peut-être dans les facultés, dans d'autres champs disciplinaires, avoir des compétences informatiques, peut-être valoriser dans un CV, je ne sais pas, faut voir. Chez nous, ça n'interviendra pas puisqu'on est sur concours. Donc tout le monde est logé à la même enseigne, peu importe leurs acquis précédemment. On ne regarde pas les dossiers Parcoursup. On formule un vœu sur Parcoursup automatiquement parce qu'on est sur Parcoursup, mais tous nos candidats passent un concours pour intégrer nos formations. Et c'est le cas des autres grandes écoles aussi. Après, je pense que sur un CV, l'employeur, ça lui parle, ou pas, mais en tout cas, ça permet... Et si ça ne lui parle pas, ça permet quand même, pour le coup, dans l'entretien, puisque l'entretien consiste aussi à vendre son CV, donc à pouvoir dire, voilà, moi, j'ai cette compétence-là, et je vous l'explique. Puis, excusez-moi, je pose une question, mais est-ce que c'est détaillé? Parce que sur PIX, il y a quand même beaucoup de compétences distinctes. Ça va des gestion des réseaux sociaux jusqu'au développement informatique.
Est-ce que c'est détaillé sur ce qu'obtiennent les étudiants? Parce que moi, je le connais dans le milieu professionnel, PIX, mais... Les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'ils ont un score global PIX avec un code PIX qui permet de consulter l'intégralité des compétences. Sachant que donc, le score PIX donne déjà une bonne première approximation, on peut, voilà. S'ils s'intéressent ou pas au numérique, voilà. Je pense que c'est pertinent quand on souhaite s'orienter vers des formations post-bac en lien avec les compétences numériques, etc. Ensuite, encore une fois, voilà, on est sur concours, donc on ne regardera pas ce genre de choses. Ça pourra être utile plus tard pendant le cursus, tout en sachant que chez nous aussi, nos étudiants vont passer d'autres certificats, etc., en fonction des spécialisations vers lesquelles ils veulent se retourner, finance durable, métiers autour de l'IT, etc. Mais voilà, on n'exige pas qu'il y ait un acquis de ce type à l'entrée chez nous. Merci. Enfin, il semble qu'enfin le diplôme PIX soit pris en compte dans le Parcoursup, en tout cas, pour les formations initiales, en tout cas. Voilà. Je pense que d'un établissement à l'autre, ça peut être, ils peuvent y être sensibles en fonction de ce qu'ils proposent eux en poursuite, bien sûr. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, si on n'a pas de compétences numériques, c'est un petit peu embêtant pour l'employabilité quand même. Bien sûr. Y compris le LinkedIn. Voilà, c'est une démarche qui fait partie des 16 compétences PIX d'avoir des compétences en réseaux sociaux, mais voilà, de se vendre, y compris dans le numérique, quoi. Voilà. Tout ce qui est cyber aussi, c'est important. Très bien, merci beaucoup. Cette conférence touche à sa fin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on la lève. Je remercie nos intervenants. Merci à tous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.